sans doute l'un des thèmes majeurs de la campagne. Je veux bien sûr parler d'écologie. Le futur président devra convaincre sur ce thème. Les études montrent que les Français sont de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement. C'est dans ce contexte que l'association Négawatt publie une série de recommandations pour une société plus verte. Bonsoir Thierry Solomon, vous êtes fondateur de l'association qui publie ce rapport. Bonsoir Henri Landès, vous enseignez la politique de l'environnement à Sciences Po à Paris. Alors vous dites qu'il est possible de couvrir 100% de la totalité des besoins énergétiques de la France par des sources renouvelables en 2050. On fait comment ? Eh bien, on fait une politique qui va s'appuyer sur deux jambes. La première jambe, c'est la jambe des économies d'énergie, ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique. Il faut déjà réduire notre consommation d'énergie par 2. Ce qui ne veut pas dire... Les Français ont déjà réduit leur consommation ces dernières années. Très légèrement. Très légèrement. On est sur un plateau, en quelque sorte, 1% par an de consommation. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir réduire et réduire en enlevant l'ensemble des gaspillages qu'on peut détecter un peu partout. Donc réduire, ça ne veut pas dire nécessairement avoir une vie qui retourne au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est au contraire, dans certains cas. La réduction de la consommation d'énergie peut amener plus de bien-être. Pourquoi ? Par exemple, dans le cadre d'un logement qui est très mal isolé, vous allez avoir des fuites d'air, de l'humidité, un air pas très sain, etc. Et vous avez une rénovation, donc une diminution de la consommation d'énergie, par 3 par exemple, moins de factures d'énergie, la partie kilowattheure est divisée par 3, et puis à l'intérieur, un air plus stabilisé, une maison plus saine, etc. Donc, moins de consommation d'énergie veut dire aussi éventuellement plus de bien-être dans énormément de cas. Et le deuxième pilier, la deuxième jambe, c'est les énergies renouvelables. Dans cette grande mutation qu'il va falloir faire vers ces énergies. Et là, la France est bénie, en quelque sorte. Elle dispose de toutes ces énergies renouvelables. On va y revenir dans un instant, cette fameuse transition énergétique. Alors, vous préconisez, évidemment, pour y arriver, l'arrêt total des centrales nucléaires d'ici à 2035. Mais sur ce point, en France, il n'y a pas de consensus politique. Il y a une difficulté sur la question nucléaire. C'est un cas qui est assez français, parce que dans le monde entier, 11% à peu près de l'électricité, c'est du nucléaire. Ce n'est pas du tout comme en France, où on a 75 voire 80% de notre électricité. On est dépendant de nos centrales, ouais. Oui. Et donc, on a un cas où on a des centrales qui vieillissent, et des coûts qui augmentent. On ne sait pas exactement comment les déchets, on va les traiter dans les années à venir. Il faut voir le nucléaire comme un atout aussi pour la transition énergétique, pour justement augmenter la part des renouvelables, mais aussi ne pas augmenter aussi la part de fossiles. Donc le nucléaire, il faut essayer de sortir par le haut de ce débat. Il faut voir ça comme un investissement que nous avons fait, un choix que nous avons assumé pendant plusieurs décennies. Il ne faut pas stigmatiser surtout les salariés dans les centrales, il faut protéger ces salariés. On a vu qu'ils ont manifesté à Fessenheim cette semaine. Absolument. Il faut absolument travailler sur la sûreté et la sécurité des centrales et essayer d'engager cette transition en faisant en sorte qu'il y ait le moins de perdants possible et que des gagnants. Est-ce que ce scénario montre qu'il peut y avoir des gagnants en termes d'emploi, en termes d'économie, en termes forcément de la protection de l'environnement. Alors je voudrais vous montrer un reportage qui a été fabriqué par nos confrères de France 3 Aquitaine. C'est une région qui est en pointe sur les énergies renouvelables. On regarde ce reportage et on en reparle juste après. C'est Sandrine Fedel et Nathalie Berthier qui l'ont réalisé. Regardez. C'est une papeterie immense, approvisionnée en énergie par l'une des plus importantes centrales à bois de France. Un site qui fait de la Nouvelle-Aquitaine une des régions en pointe dans la production d'énergie verte. La forêt, c'est par définition une énergie renouvelable, une ressource renouvelable, dans la mesure où une forêt est plantée, va se développer et ensuite être coupée et être replantée. Donc en fait, on régénère la forêt. Le bois sert à fabriquer le papier. Restent 60 000 tonnes de résidus, les écorces et les souches. Plutôt que de s'en débarrasser, la papeterie les broie, puis les fait brûler juste à côté dans cette centrale biomasse. Bon, donc il y a pas mal d'envois de vapeur, les machines en face consomment correctement, correct, optimal. Au lieu de se fournir en gaz à l'extérieur, la papeterie achète donc la chaleur produite sur place, plus écologique et plus rentable. Le tarif à l'heure actuelle est aux alentours de 20 € par mégawattheure, sachant qu'il est fixe, voire peu évoluable durant toute la durée du contrat, alors que des énergies type gaz peuvent s'envoler rapidement.
Championne, la Nouvelle-Aquitaine l'est aussi dans le photovoltaïque. C'est la première région de France pour la production d'énergie solaire. 40 000 panneaux installés sur 40 hectares, voici le parc du Bétou. Il produit de l'électricité pour 5 000 foyers. Le soleil, une énergie plus propre que le nucléaire et de moins en moins chère à produire. On sait qu'on est capable de produire de l'électricité renouvelable, sans ces déchets, sans ces pollutions, à un coût qui est compétitif, pour que le consommateur puisse continuer à avoir accès à l'énergie électrique à un prix plutôt modéré. L'éolien, lui, est encore peu présent dans la région, mais il progresse. En tout, la Nouvelle-Aquitaine couvre près de 20% de ses besoins grâce aux énergies renouvelables. C'est 5% de plus que la moyenne nationale. Voilà pour ce reportage. Thierry Salomon, c'est l'exemple à suivre. Oui, c'est un exemple à suivre et on voit bien que dans ce reportage, on a toute la biodiversité en quelque sorte des énergies renouvelables. On a vu le bois, on a vu la biomasse. On en parle relativement peu, mais tout ce qui concerne la biomasse, c'est-à-dire ce qui est réalisé avec la photosynthèse, le bois, en matière d'énergie, c'est finalement, et dans notre scénario d'ailleurs, la première des énergies renouvelables jusqu'à pratiquement 2050. Et alors, juste une question quand même sur ce point-là des énergies renouvelables. Il y a des centaines de milliers de familles en France qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont du mal à se chauffer. Acheter un panneau solaire, ça coûte très cher. Comment on fait avec les plus démunis? On isole les logements. C'est-à-dire qu'on fait du négawatt, si vous voulez. Autrement dit, au lieu de se dire on va dans un logement qui est médiocre, amener de l'énergie, fût-elle renouvelable, eh bien, d'abord, on réduit la demande, ce qu'on appelle la demande en énergie. Et puis après, derrière, on peut se relier à un système énergétique qui va devenir de plus en plus renouvelable au fur et à mesure des années. Alors, l'écologie, on l'a dit, c'est un thème de campagne qui va revenir très souvent dans les prochains mois. Lequel des candidats, selon vous, a le programme le plus écolo-compatible et qui pourrait se retrouver dans ces mesures recommandées? Yannick Jadot s'est prononcé en faveur d'une transition vers seulement les énergies renouvelables. Ce soir, Benoît Hamon a martelé le message d'une transition écologique, confrontant même la dette écologique comme beaucoup plus importante, quelque part, que la dette financière et la dette économique. C'est vrai, la dette écologique, c'est celle qui devrait être le plus à l'esprit des décideurs aujourd'hui. Certes, il y a des contraintes financières aujourd'hui. Nous devons absolument maîtriser nos dépenses, etc. Mais c'est beaucoup moins important, quelque part, que la santé des citoyens. Et c'est vrai que si on fait beaucoup plus de préventif, le curatif, on en fait beaucoup moins et ça a des dépenses en moins derrière. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon aussi, il a un plan pour une reconversion écologique de la société française dans son programme. Donc on a un verdissement des discours politiques. Vous avez surtout parlé de candidats qui se situent plutôt à gauche de l'échiquier politique. Alors, oui, effectivement, depuis quelques années, on retrouve plus de cohérence écologique dans les discours et les programmes à gauche. Ce qui ne veut pas dire que Jean-Louis Borloo n'a pas été un défenseur fervent de la transition écologique avec presque une approche systémique aussi. Il y a d'autres candidats dans les partis à droite et au centre qui sont très, très sensibilisés à ces questions-là. Globalement, on retrouve plus d'ambition dans les programmes de gauche à l'heure actuelle. Alors, plus généralement, ces dernières années, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu la loi sur la transition énergétique, il y a eu la COP21 organisée par la France. Oui. Ça y est, il y a un déclic politique en France sur l'écologie, on y est? Je crois qu'on y est dans les têtes, ça commence à venir. Le discours que nous, à Négawatt, on porte maintenant depuis 15 ans à peu près, commence à infuser. On vient de le voir, il n'y a pas qu'à gauche, il y a aussi à droite. Et nous, à Négawatt, notre but est de... On est un think tank, on est un groupe de réflexion et on donne notre travail à ceux qui veulent le reprendre sur la totalité de l'échiquier. D'ailleurs, vous dites que les lois existent. Alors, il faut mieux les appliquer. Et les lois existent. Elles sont là, dans les têtes, ça commence à venir, on le voit bien. Cette campagne est d'ailleurs assez intéressante parce que finalement, on s'est dit, on ne va plus parler d'écologie. Et si elle revient véritablement au centre, parce qu'il y a des problèmes de pollution, parce qu'il y a on voit bien que le système nucléaire est aussi en bout de souffle et a de grandes difficultés. Donc, il faut définir une trajectoire, et une trajectoire de moyen et de long terme. Et nous, on essaie de définir cette trajectoire. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant de parler écologie ce soir sur France Info. Merci à tous les deux.